Et salutations à vous, voilà, je voulais vous présenter un jeu de rôle qui a marqué aussi son époque. Alors c'est un jeu de rôle bien sûr solo, mais qui peut aussi assez incroyablement en fait jouer à plusieurs, de 1 à 4 joueurs, ce qui à l'époque dans les années 80 avait été aussi assez révolutionnaire. Je parlais bien sûr de la saga des Terres de légende, avec bien entendu ça se voulait être un jeu de rôle complet, un peu comme l'œil noir. Voilà. Mais en même temps, il voulait proposer, en fait, donc l'auteur, Dave Morris, voulait proposer en même temps donc des capacités de jeu solo et des capacités donc de jeu en groupe. Et donc il proposait toute une déclinaison de livres, donc de livres de poche, bien sûr à l'époque, qui allaient parcourir l'ensemble des règles de cet univers. C'est un univers médiéval fantastique. Et voilà, la chance que nous avons, c'est que dans les éditions Alconost, ont remis au goût du jour dans toute la gamme des terres de légende et l'épée de légende. Voilà, c'est vraiment pour moi un livre-jeu culte qui a marqué vraiment ma jeunesse, autant que les défis fantastiques, que même l'œil noir, hein, que j'adore, mais vraiment l'épée de légende et donc toutes les règles liées à cet univers, donc qui s'appelle les terres de légende. Ben voilà, c'était quand c'est sorti en presse, disons voilà, chez Gallimard, c'était vraiment incroyable quoi. Voilà, et donc Alconost qui reprend cette réédition ne va pas faire qu'une simple réimpression des livres, il va aussi le passer un peu à l'époque moderne et le modifier la présentation des scénarios. Parce que vraiment, à l'époque, voilà, ce qui gâchait un peu l'ambiance. Bon, déjà, à l'époque, bien sûr, on ne l'avait pas remarqué, disons, on le remarquait moins. Mais c'est vrai qu'au niveau de la mise à jour, de la mise en page, il y avait un rendu, même à l'époque, hein, donc pour vous dire, même à l'époque, qui faisait un peu amateur, quoi. Alors pour vous dire, ça peut piquer aux yeux pour ceux qui verraient, bien sûr, les premières éditions, donc dans les années fin 80, des terres de légende, quoi. Là, ça, oui, ça pourrait piquer. Donc, Alconost reprend toute la gamme. Voilà, il y a eu un financement participatif qui s'est relativement bien passé parce que il a été financé quand même à 1557%. Il y a eu un peu plus de 700 souscripteurs, donc ce qui est quand même une belle réussite. Alors il y a des impressions collector qui vont sortir, plein d'accessoires collector qui voilà, qui sont vraiment qui ont le terme collector parce qu'en fait malheureusement pour ceux qui n'auront pas qui n'ont pas participé à ce financement, et bien voilà, ces accessoires de jeu ne se retrouveront pas dans le commerce. C'est vraiment voilà, c'était vraiment pour les participants. Donc, que vous dire sur les livres? Bon, les livres-jeux sont totalement compatibles, bien sûr, avec le jeu de rôle, qui se veut, bien sûr, être pouvoir se jouer à plusieurs. Mais ils sont complètement autonomes et indépendants. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez les lire dans n'importe quel ordre. Voilà. Alors bien sûr, si vous ne le faites pas dans l'ordre, forcément, ça va transformer la série. Voilà, disons, si vous les faites dans l'ordre, forcément, la série, ça devient une énorme saga. Et si vous les lisez dans le désordre, bon, c'est presque des aventures un peu one-shot, mais pourquoi pas. Euh, donc, que vous dire? Pour moi, en tout cas, c'est vraiment génialissime. En plus, on a
à la traduction Yannick Surcouf, qui est le traducteur historique de pas mal de livres dont vous êtes le héros, et peut-être aussi une série un peu plus contemporaine, c'est Chair de poule. Et voilà. Donc, les combats ont été modifiés. Ça, il est net qu'entre la nouvelle édition, parce qu'on peut en fait avoir le kit de découverte, les combats ont été revus. Mais pas refaits de A à Z, mais ils ont été revus pour qu'ils correspondent quand même mieux à une relecture, pourrait-on dire, à une relecture quand même de l'univers. Donc moi je trouve que c'est vraiment pas mal du tout. Donc après c'est sûr que c'est voilà, ça va être une série de livres quand même assez copieuse. Il faut s'attendre, il faut pas s'attendre, c'est fait. Il y a à peu près 7 tomes, sans compter bien sûr les livres-jeux. Donc je vous dis pas ce que va être la saga, quoi. C'est vraiment bon, un truc, voilà. Ils nous ont fait quand même revivre un monument des livres-jeux, quoi. Voilà. Et justement, dans ce petit podcast, je voudrais vous faire découvrir cet univers des Terres de légende, car ben oui, vraiment, vraiment, ça mérite. Alors en plus, c'est un jeu qui peut être vraiment pour les novices. Moi, je sais que je suis quasiment rentré dans le jeu de rôle avec l'œil noir et les Terres de légende. Donc, c'est vraiment adapté pour du fan de débutants. Mais je peux vous le certifier, il y a, comment dirais-je, des règles additionnelles, ou on pourrait dire des règles avancées, qui vont vraiment densifier le jeu, et qui peut là, par contre, s'adresser à un peu plus de vétérans dans le jeu de rôle, quoi. L'avantage aussi, c'est pour les débutants, c'est qu'ils vont pouvoir en fait commencer ce jeu petit à petit, et plus ils se sentiront en confiance, plus ils pourront rajouter tout simplement des règles additionnelles au corps de règles de base, quoi. Voilà. Donc quoi vous dire d'abord? Alors je vais vous faire une petite aventure qui couvrira peut-être plusieurs podcasts, quoi. Les règles sont relativement simples. Ça se joue avec 2d6. Mais il vous faudra les autres dés conventionnels dans le jeu de rôle, car en fait ces dés-là vont servir comme dés de difficulté. Alors c'est un jeu qui est basé en fait sur un seuil, mais ce seuil en fait il ne faut pas le dépasser. Il faut faire moins ou égal. Voilà. C'est ça qui va être la différence un peu par rapport à d'autres jeux. Et c'est pour ça qu'il est assez similaire à l'œil noir, à l'époque en fait, où je n'avais pas eu de difficulté, moi, quand je commençais le jeu de rôle, de passer par exemple de l'œil noir à Terre de légende. Parce que ils étaient dans la même mécanique de pensée, c'est-à-dire pour l'œil noir, on lance un des 20. Alors je vous parle de la V1, hein, mais bon, la dernière version a gardé ce fond-là, mais bon, les tests sont un peu plus ludiques, un peu plus compliqués aussi. Mais voilà, et il faut qu'on fasse tout simplement moins que le seuil. Moins ou égal que le seuil. Terre de légende, en fait, voilà, au revoir le D20, on reprend des dés tout à fait traditionnels qui sont dans l'esprit des livres dont vous êtes le héros, on prend le bon vieux D6. Là, en fait, on va lancer 2 D6 et on va rajouter en fait ce qu'on appelle le dé de difficulté. Le dé de difficulté, bien sûr, comme son nom s'indique, il va rendre le test beaucoup plus compliqué. Parce que comme vous devez faire moins, alors par exemple, vous avez une caractéristique, on va dire l'agilité, vous l'avez à 12. Donc techniquement, il faut faire avec 2d6 moins que 12. Bon, là vous vous dites, bon, il y a des chances, à part si je fais un double 6, il y a des chances que ça soit, et même un 12 en fait, de toute manière, je ne peux pas rater. C'est vrai que si on va jusqu'au fond des règles, de toute manière, je ne peux pas rater. Parce que même si je fais 12, 12 ou moins, donc c'est bon, j'ai réussi mon test. Et voilà, justement, il y a des difficultés. Et plus le dé de difficulté va être important, et plus, bien sûr, on va avoir beaucoup de chances de rater le test.
Alors le plus petit dé de difficulté, bien sûr, c'est le D4, après le D6, et après le D8, le D10, et on va même aller jusqu'au D20, où là, forcément, les chances de réussite vont être incroyablement basses quand il va s'agir de faire à moins de 12, parce que 2D6 plus un D20, il va falloir qu'on ait un peu de chance pour que l'addition de tous ces dés fasse 12 ou moins. Voilà, et on a compris, vous avez compris le système, le gros du système. Et bien sûr, plus le dé de difficulté monte, et plus c'est difficile, bien sûr, plus logiquement nous le prenons pour réaliser des actions qui sont difficiles pour le personnage. Voilà, c'est aussi simple. Donc on a des caractéristiques. On n'en a pas tant que ça dans Terre de Légende. On a la force, l'agilité, l'astuce, le pouvoir et le charme. C'est pour ça que c'est un jeu qui est très bien pour débuter. Il y a les aptitudes. Bon, les aptitudes, tous les personnages en ont, et forcément, alors, ils ont les mêmes, simplement qu'ils sont plus ou moins brillants dans ces aptitudes qui est attaquer, défendre, les invocations, dont l'invocation c'est la magie, la défense magique, tous les personnages en fait ont de la défense magique. C'est pour se protéger des sortilèges mentaux, parce que quand il s'agit de se protéger bien sûr d'une boule de feu ou de projectiles magiques divers et variés, là, c'est tout simplement la défense commune que tous les personnages ont, c'est-à-dire la capacité d'esquiver, autant bien sûr une attaque de mêlée à distance ou, comme je vous disais, les sortilèges. Ensuite, on a la dissimulation qui nous permet bien sûr de passer inaperçu ou de lancer justement une fameuse embuscade que les roublards ou autres assassins seront assez à même de vouloir bien sûr réaliser. Ensuite, il y a la détection. Alors, la détection, c'est tout simplement pour lutter efficacement contre les tentatives d'embuscade et de dissimulation. Alors là où on rentre dans un truc assez sympathique que j'avais bien aimé à l'époque, c'est la corruption. Et la corruption, en fait, on a une étonnante capacité en fait de pouvoir lutter contre en fait une genre de forme d'intimidation ou d'achat, comme des pots de vin et tout cela, qui permettrait en fait au héros, malgré lui, de devoir réaliser des actions qu'il n'aurait pas fait, quoi. Donc c'est quand même ça aussi, ma foi, fort sympathique. Et bien sûr, il y a une résistance à la corruption qui s'appelle le statut. Alors c'est autant le statut social, le rang qu'on a que les personnages ont dans l'histoire, et en même temps aussi la capacité de lutter contre la corruption. Ensuite, on a la frayeur, qui permet bien sûr de terroriser un être humain. Alors ça, c'est plutôt, bien sûr, voilà, mais il faut qu'on puisse aussi résister à la peur. Il y a le sang-froid, voilà, le sang-froid qui permet de résister en fait à la frayeur provoquée par les créatures surnaturelles. La frayeur, en fait, c'est comme je vous expliquais, en fait, c'est une forme de seuil. Voilà. Donc il y a ça, c'était les aptitudes. Il y a des attributs, donc c'est l'endurance, c'est un peu les points de vie. Alors c'est assez dans le jeu des Terres des légendes, c'est assez, moi je trouve ça assez bien aussi. C'est qu'en fait les blessures, les dégâts de dommages s'additionnent et ne se retranchent pas. En fait, votre seuil d'endurance, ça reflète le niveau maximum de dégâts que le personnage peut encaisser. Donc plus on monte en dégâts, plus on se rapproche de ce seuil. Et quand ce seuil est franchi, en fait, on souffre d'une blessure. Les points de dommage, tant qu'ils n'atteignent pas le seuil d'endurance, en fait, tout va bien. Ils vont vite s'effacer. Dès une nuit de repos, en fait, ils s'effacent. Autant qu'on en ait 10, 15, 1, 2, 3, pouf, tout part. Voilà. Le moral, c'est un peu pareil. Le moral, en fait, c'est justement la capacité à résister en fait à la folie, au désespoir et tout cela. Et là, c'est pareil, en fait, on cumule des points d'angoisse. Et si l'angoisse dépasse en fait le seuil de morale du personnage, là, il devient, déjà, il panique, il est totalement effrayé, il est submergé par la terreur. Et en fait, c'est pareil, les points d'angoisse, ils vont s'effacer dès qu'il y a une nuit de sommeil. Par contre, ça risque d'être un peu plus compliqué quand ça dépasse. Il y a voilà.
c'est un peu plus chaud. Le combat. Le combat, il y a aussi une petite jauge. Alors, c'est pas une jauge, c'est plus même une réserve. C'est une réserve de points qui va, en consommant cette réserve de points, vous pouvez en fait déclencher des avantages en combat. Voilà. Et cette réserve, en fait, elle se récupère dès la fin de la scène de combat. C'est-à-dire si vous aviez 4 points de combat, vous finissez le combat, vous en avez 0. Voilà, vous marchez, vous explorez un peu plus loin, vous renchaînez derrière un combat, vous avez de nouveau vos points de combat efficients, la totalité. La magie, par contre, à la différence des points de combat, c'est que, bon, parce que la magie est quand même bien plus puissante que les petits avantages en combat, elle ne se récupère, les points de magie ne sont récupérés qu'à minuit. Voilà, à minuit, bam, vous récupérez vos points de magie. Alors les points de magie, ils servent à lancer les sortilèges. C'est pour ça qu'il faut toujours au moins un point de magie pour lancer un sortilège. Et surtout, ils servent à renforcer les sortilèges. Et ça, c'est pas mal. C'est un peu comme une réserve de combat, mais spéciale magie. Donc en fait, on va mettre des points pour augmenter la durée, modifier la portée, augmenter les dégâts, augmenter les effets. Bon voilà, c'est en fonction des sortilèges. Et là, on a fait, et bien là, voilà, je vous ai fait quasiment le tour en fait du système. Bon après, bien sûr, il faudra que je vous montre qu'est-ce que c'est un combat, comment se passent les assauts, pour la magie. Alors là, j'ai pris un personnage qui n'a pas la magie. J'ai pris un barbare. Donc je ne pourrais pas vous montrer immédiatement la magie, mais je vous la présenterai quand même plus tard dans l'épisode. Voilà. Les personnages aussi ont des capacités, donc il faudra que je vous présente en fait les capacités bien sûr du barbare. Et voilà. Dans le barbare, voilà, donc les héros, ils sont constitués de caractéristiques, d'aptitudes, d'attributs, de capacités. Voilà. Donc moi j'ai pris le barbare. Alors j'ai pris comme personnage, bon, le nom du personnage c'est Arn. Bon, ceux qui savent, bien sûr, c'est un de mes univers aussi fétiches à mettre fan. Donc je l'ai appelé Arn. Il vient en fait de Tulan, donc c'est des steppes à l'est, des immenses steppes qui sont relativement désolées, inhospitalières. Donc ceux qui y vivent sont taillés pour la survie. Et il est allé donc, bien sûr, un peu plus vers l'ouest. Et petit à petit, il est venu en fait à visiter des terres beaucoup plus peuplées d'humains et d'espèces beaucoup moins, je dirais, malfaisantes que celles qui sont dans les grandes steppes de l'Est. Donc il a pu récupérer un vieil aubert de maille. Voilà, mais il est un peu défraîchi, façon de parler un peu rouillé. Il y a des petites trouées, dans les mailles, mais il est efficace, il est encore un peu efficace. Je suis resté quand même dans l'esprit d'un bon vieux barbare, donc j'ai quand même ma hache à 2 mains, que je complète avec une hache à 1 main. Vous voyez, je suis dans le tranchoir. Et j'ai quand même, bien sûr, un arc, avec un carquois, une dague, deux torches, briquets, un havre-sac qui contient en fait mes provisions de bouche et pour boire, une gourde, pelle, un piolet, une petite tente, un nécessaire de soins qui me sera sûrement fort utile. Et bien sûr, je ne suis pas à pied, j'ai un cheval et 15 pièces d'argent. Voilà. Après, je vous expliquerai un peu plus ses stats. Bon, bien sûr, il a une bonne endurance. Il a quand même 20 en endurance, ce qui est pour les personnages un très haut score. Donc, il faudra que j'encaisse plus de 20 points de dommages avant d'être blessé. Ensuite, j'ai un moral de 16, donc je suis quand même gaillard. Bon, même les créatures surnaturelles, du moins pour certaines, peut-être les plus primaires, j'arriverai à conserver mon sang-froid. Et ensuite,
j'ai 3 points dans ma réserve de combat, mais vous allez voir, je ne vais pas énormément les consommer, mais c'est toujours utile. Le barbare, qu'est-ce que je dois vous dire de plus? Non, je crois que j'ai fait le tour sur l'équipement. Euh, Mon bon vieux Arne, voilà. Alors il a la capacité de furie. Donc quand je réussis une attaque de mêlée contre un adversaire, je peux dépenser un point d'endurance, donc en fait je prends un point de dégâts, et j'augmente mes dégâts de 5 points, ce qui est très très bien sûr méchant, en sachant qu'en plus je peux augmenter mes dégâts de mêlée de 5 en dépensant un seul point de combat. Donc vous voyez, j'ai les deux modes qui me permettent de... Voilà, je suis apte aussi dans les premiers soins, donc justement je saurai utiliser le nécessaire de soins bien sûr que je me suis pris dans l'équipement. Et je suis aussi capable en survie, ce qui va beaucoup m'aider dans mes aventures. Donc le barbare, lui, ce bon vieux Arne ne se perd jamais. Je retrouverai toujours mon chemin. Donc c'est plutôt bien utile d'avoir survie aussi pour explorer des terres étrangères. Qu'est-ce que je peux vous dire aussi sur le monde? Oui, alors c'est un monde plutôt du bas Moyen Âge, on pourrait dire vers l'an 1000. Bon, il y a toutes les races qui existent dans un univers vraiment médiéval, fantastique. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une église, l'église du nouveau Dieu, dont les symboles sont tout simplement aussi la croix, qui en fait, cette église, comment dirais-je, est entourée de croyances en des dieux multiples. Voilà, il y a un peu tout, à la fois une grosse religion monothéiste avec de nombreuses religions polythéistes. Il y a toute une idée aussi quand même, malgré tout, il faut le souligner, qu'il y a vraiment des démons, quoi. Voilà, il y a des démons, autant qu'il y a des reliques, des saints qui ont des effets protecteurs. Voilà. Il y a vraiment des créatures infernales dans cet univers. Euh, voilà, et ça c'est petit à petit, bien sûr, dans les livres-jeux de l'épée de légende, que l'univers va se densifier. euh, voilà, se densifier au fur et à mesure, bien sûr, des histoires. Mais grosso modo, au départ, franchement, quand je me suis mis à découvrir ce jeu, il n'y a pas de monde particulier. C'est un pays indéterminé, voilà, à une époque proche du bas Moyen Âge. Donc toutes ces histoires sont facilement transposables dans d'autres univers médiévaux fantastiques. Voilà. Euh, L'univers s'appelle tout simplement Légende. Voilà. C'est un univers, voilà, ma foi, relativement classique en matière de mettre fan, mais bon, comme je vous dis, à l'époque, forcément, euh, c'était pas la norme. On en était loin encore d'avoir été biberonné au médiéval fantastique. Voilà, je crois que je vous ai fait un peu le tour du système, hein, dont nous allons faire une première partie. Donc alors les parties en solo. Alors j'ai imaginé une partie en solo. Je l'ai fait avec le système. Alors il y a un système, c'est vraiment génialissime, hein. Bon, mais là il faudrait que je vous fasse un livre-jeu, vraiment un livre-jeu donne de la gamme. Mais alors à la fois c'est génialissime, à la fois ça peut être perturbant, un peu clivant par rapport à un livre-jeu qui serait, comment dirais-je, assez lambda, comme pouvaient être les livres-jeux dont vous êtes le héros, un livre dont vous êtes le héros. Voilà, avec une aventure par paragraphe. Euh, à l'époque, c'était quand même incroyablement original parce qu'en fait, on pourrait dire qu'ils ont presque initié un système de jeu de rôle solo,
générique comme on a dans les années, voilà, dans les années 2020, 2010, voilà, avec un système, comme on entend souvent, un système Oracle. Donc c'était vraiment euh, incroyablement bien pensé pour l'époque. Parce que même l'œil noir ne le faisait pas. L'œil noir, en fait, soit il proposait une aventure pour un groupe de joueurs, soit il proposait des aventures euh, pour une seule personne en solo. Alors qu'en fait, Terre de légende, c'est ça c'est un mix quoi. La capacité en fait en un recueil de mixer les deux quoi. Ce qui était vraiment relativement original. Mais qui demandait bien sûr, c'est pour ça que c'était un peu clivant, et que je comprends qu'à l'époque, beaucoup de joueurs en fait qui étaient habitués aux défis fantastiques ou autres séries similaires, qu'ils avaient été un peu désarçonnés par Terre de légende. Moi, je trouvais justement que c'était très original et surtout, ça proposait quand même un autre style de jeu, plus ou moins comparable, c'est vrai, avec l'œil noir. On pouvait passer très facilement de Terre de légende à l'œil noir. Et inversement. Et on pouvait donc récupérer très facilement des scénarios de Terre de légende et les mettre à l'œil noir. Même si l'œil noir, c'est vrai, a un panthéon très, très dense et bien explicité. Mais franchement, moi je l'avais fait à l'époque, j'avais pris des aventures de Terre de légende, je les avais transposées à l'œil noir. Mes joueurs n'y avaient vu que du feu, quoi. Ils n'avaient même pas, voilà, ils s'étaient dit, ouais, c'est super, c'est une aventure de l'œil noir, voilà. Alors qu'à la base, la matière, la matière du scénario et tout ça, je l'avais trouvé en fait à Terre de légende. Donc, je vais faire une petite aventure solo pour vous montrer petit à petit aussi les règles. Je vais sûrement la segmenter. Mais là, aujourd'hui, en même temps que je vous ai présenté un peu Terre de légende, je vais vous faire un premier passage, en fait, donc, première partie de cette aventure à Terre de légende. Donc, je l'ai appelé Mystère à Dralac. Dralac est en fait un petit hameau. Euh, alors, le monde est vraiment, comment dirais-je, on peut ne pas, on peut l'inventer quoi en fait. C'est ça qui est génialissime, disons, qui est génialissime, comme beaucoup de jeux génériques. Mais à l'époque, c'était ça aussi qui marquait vraiment Terre de légende. Donc, Messire Arne, donc le barbare solitaire, avec sa fidèle monture, arrive en fait en fin d'après-midi devant le petit hameau de Dralac. Euh, le petit hameau doit dénombrer une quinzaine de maisons, dont la plupart comptent un étage, avec un toit en ardoise, très pentu. Donc il est un peu, bien sûr, décontenancé par cette civilisation. Il est plus habitué, bien sûr, au village de Tanta, de nomades qui peuplent les grandes steppes de l'Est. Et donc, il regarde un peu les environs et réfléchit à une approche. Il est un peu toujours quand même, malgré tout, intimidé par la présence de toute cette maison, de toutes ces maisons. De plus, le petit hameau est entouré d'une palissade en bois. Bon, il sait que, forcément, il est dans des contrées quand même relativement sauvages et qu'il comprend tout à fait que les habitants se protègent des menaces extérieures. Dans cette petite communauté est sise entre les frondaisons d'une épaisse forêt qui semble impénétrable, sombre, et qui semble aussi s'étendre jusqu'à l'horizon. Arne est monté en fait sur une petite colline, un petit éperon rocheux, et il a vu que la forêt s'étendait jusqu'au nord. Et alors entre ça et l'épaisseur manifeste du sous-bois, il a préféré en fait l'allonger. De l'autre côté, il y a donc une petite enceinte de rondins élagués qui suit les méandres d'une petite rivière d'une dizaine de mètres de large.
Ce qui rend bien sûr l'entreprise de prendre ce village par la force beaucoup plus périlleuse. Son débit est relativement paresseux. Cette petite rivière a une couleur marronasse qui invite assez peu à la trempette. Mais voilà, il y a un petit pont en bois qui l'enjambe pour atteindre une double porte. Alors là, je me suis dit, bon, que va faire le brave Arne? Bon, soit, bien sûr, il descend de cheval et va toquer à la porte d'entrée, ou soit, il tente de rejoindre, de s'enfoncer quelque peu dans l'épaisse forêt pour voir un peu l'ensemble des côtés du village, et peut-être, ma foi, de trouver un passage qui serait un peu plus discret pour entrer dans le hameau. Alors là, je vous dirais que je ne savais pas trop quoi faire, donc je l'ai tenté tout simplement, à l'oracle, pour voir un peu ce que ça allait donner. Et donc, comble de surprise, je vais opter. Donc l'oracle m'a indiqué que Arne se montrait peu courageux et qu'il allait plutôt prendre un choix un peu plus discret. Donc il s'enfonce dans l'épaisse forêt. Donc à une centaine de mètres en amont de la petite rivière, en fait, Arne découvre un arbre couché en travers de celle-ci, qui forme comme un petit pont sommaire, rustique mais efficace pour d'agiles chasseurs ou cueilleurs qui veulent braver les mystères de la sombre forêt. Alors là, je vais faire mon premier jet. Donc Arne a une valeur d'agilité qui est que je vais vérifier parce que j'ai toujours un petit doute sur son agilité qui ne doit pas une agilité de 12. Voilà. Donc je vais prendre les 2d6 et je vais considérer que la difficulté n'est pas du tout compliquée pour Arne et je vais prendre un d4. Donc je fais 5 au D6, plus 2, je fais 7. Donc je réussis mon jet pour me déplacer bien sûr le long de ce tronc d'arbre qui me permet d'atteindre l'autre côté de la rivière. Et là, bien sûr, le brave Arne s'enfonce sous les épaisses frondaisons de cette forêt. Le bois qu'il traverse est constitué de puissants et hauts chênes et charmes. Il est un enfant de la steppe et il faut avouer que ce milieu a pas mal de mystères pour lui. Il hésite, il est un peu confus, mais bien entendu, il est rompu à la survie et il va très rapidement se repérer et retrouver sans difficulté la palissade en bois du petit hameau. Et en longeant cette palissade, qu'est-ce que je découvre? Eh bien, l'oracle m'a dit qu'en fait, à un endroit particulier, les rondins de la palissade sont plus abîmés par les intempéries. Certains sont vermoulus par endroits, quasiment partiellement déchaussés, dévoilant l'intérieur du hameau. Et bien alors là, je vais donc faire une petit test de dissimulation, de discrétion en fait. Alors la dissimulation, le brave Arne, il a 14 en dissimulation. Là par contre, ça va être 2d6 plus un d6. Il y a quand même une quinzaine de maisons qui sont très proches l'une de l'autre. Et je vais voir bien sûr si j'arrive à rentrer. Et j'arrive à rentrer. Donc sur les 2d6, j'ai fait 8.
Et sur le dé de difficulté, j'ai fait 2, donc 10. Donc 10, je réussis mon jet de discrétion. Donc l'épreuve est réussie. Et en questionnant l'oracle, je parviens bien sûr à me faufiler dans l'enceinte du village sans attirer la moindre attention. Vous remarquez 2 miliciens. Alors là, je me suis dit, bon, oulala, Arne, cet endroit est quand même apparemment surveillé, protégé par des miliciens. Donc les miliciens, ce sont quand même, entre guillemets, des gens du cru, donc des paysans qui ont été armés et qui ont reçu sûrement léger entraînement militaire. C'est quand même assez curieux. Bon, le bon point, bien sûr, c'est que j'ai réussi mon test de dissimulation. Alors, la difficulté, quand même, était de 5. Parce qu'en fait, à la dissimulation, il va se rajouter une opposition. Voilà. Et donc, forcément, l'opposition, comment dirais-je, impose en fait un malus au dé. Alors bon, heureusement, il était compris. Alors bien sûr, il y avait le dé de difficulté, mais ce n'est pas si simple. Il y a aussi dans la dissimulation la valeur d'opposition. Pour passer en fait inaperçu. Donc en fait, on ajoute la détection d'un observateur. Donc j'étais à 10 et la détection d'un observateur. Donc j'ai considéré qu'un observateur, comment dirais-je, un observateur, voilà, standard. Comme je vous dis, les humains, ce sont des paysans qui ont reçu, voilà, un entraînement martial, mais ils ne sont pas redoutables, quoi. Donc j'ai considéré que la détection était de 2. Donc techniquement, en fait, c'était à 12. Voilà. Et donc 12, ça passe encore pour ma valeur de dissimulation. Donc les miliciens ne m'ont pas repéré, malgré, il faut le dire, leur médiocre capacité de détection. Arne repère des choses assez mystérieuses, pour l'instant qu'il ne comprend pas, car il remarque, car il n'est pas du tout habitué en fait aux coutumes religieuses de ces peuples de l'Ouest, il remarque que la plupart des murs, des portes et des volets des maisons sont peints à la suie d'un symbole sûrement religieux, chamanique pour lui, quelque chose, bon, en tout cas qui a trait au spirituel, qui forme en fait une croix, comme genre d'épée, une croix, quoi. Et comme c'est un petit hameau, forcément Arne a tout fait, bien sûr, d'arriver sur la place centrale du hameau. Ah oui, petite notion que je n'avais pas vue au début de la partie. Alors si, j'avais vu que j'étais en fin de journée, en fin d'après-midi. Et donc là, je réinterroge un peu quand même l'oracle. Et là, le soleil va bientôt se coucher. Donc il s'est passé un certain temps, pourrait-on dire, dans la forêt et dans l'approche furtive qu'a fait Arne dans le village. Dans le ciel se pare de clarté rosée orangée du plus bel effet. La place centrale du hameau est constituée par 2 grands corps de bâtiments. Au centre de cette place se trouve un magnifique et large puits en pierre blanche, rehaussé d'un petit toit en ardoise, avec un système ingénieux de chaînes en fer qui permet de descendre et de monter 2 seaux d'eau à la fois.
Arnes savoure bien sûr ce côté incroyablement confort que peut bien sûr prodiguer la civilisation. L'un des côtés du puits est occupé par 2 auges rectangulaires, sûrement pour y faire boire les chevaux. Un bâtiment porte une enseigne qui ressemble à un denier, une petite pièce, un sou. Et justement, Arnes arrive à déchiffrer une écriture au-dessus de la porte qui indique au dernier denier. Donc, il se dit que ça doit être sûrement une taverne, peut-être une auberge. Et, le bâtiment a quand même un étage. Bon. L'autre bâtiment, en vis-à-vis de l'auberge, s'apparente en fait à une vaste grange, brillamment éclairée. Et Arnes y entend clairement des discussions très animées. Ce bâtiment empeste la vinasse, l'eau fermentée et le miel. Et donc l'odorat, qui est quand même relativement développé du barbare, est un peu au supplice, tellement que les effluves sont contradictoires. Et donc, le brave Arnes réfléchit à prendre une décision. Soit, bien sûr, il va en direction de l'auberge, qui paraît fortement silencieuse, ou il prend la direction donc du puant et bruyant pressoir. Sûrement, ça doit être un pressoir, vu les odeurs qui s'y développent. Et là, comble de surprise, je me suis décidé d'aller vers tout simplement le pressoir. Pourquoi pas? Alors, la grande porte du pressoir est entrouverte. Et Arnes, bien sûr, qui est quand même de gabarit assez conséquent, mais à l'agilité d'un puma, se faufile entre la grande porte du pressoir. La pièce est brillamment éclairée par des dizaines de lanternes, réparties sur l'ensemble des piliers de soutènement de la grange. À votre droite, vous voyez un groupe d'enfants qui sortent d'un grand bac de presse pour les raisins. Ils ont leurs chausses remontées et leurs pieds et mollets rouges de jus de raisin. De l'autre côté, des dizaines de sacs en jute empestent la levure. Au milieu, un grand groupe de femmes sont en train de préparer la levure et l'eau dans de grands tonneaux pour façonner la première étape de l'hydromel. Il y a une forte moiteur dans la pièce. Des marmites à l'étouffée charrient d'épaisses fumées sucrées. L'odorat de Arnes, pourtant développé et saturé, tellement que les odeurs opposées se mêlent dans le volume de la salle. Une femme de belle carrure, vêtue d'un large tablier de cuir et d'une robe blanche et grise, se lève et avance vers Arnes. Oh, Mazette, incroyable! Un grand type de l'Est, dans la grange de Mère d'Orlaine. Eh, les filles, c'est marqué dans les annales du pressoir, répond-elle en se tournant vers l'ensemble des femmes. Bonsoir, excusez-moi, mesdames, j'ai vu de la lumière, j'ai entendu des rires, des chants. C'était agréable, je me suis décidé à rentrer. Tu es un homme. Et il faut que je t'explique que cet endroit est strictement réservé aux femmes et aux enfants. Je me présente, je suis d'Orlaine, le chef du pressoir, par la volonté du comte, maître de ces terres. Elle dit tout cela en essuyant ses mains poisseuses de levure à un torchon à sa ceinture. Je suis vraiment désolé,
je ne connais pas vos us et coutumes. Je suis désolé, excusez-moi, je me nomme Arne. Je suis un homme des steppes. J'ai j'ai appris pour votre amour. On m'a parlé il y a de cela quelques lieues que il y avait un petit endroit où je pourrais me reposer. Ah, je comprends. Je comprends. Ne t'en fais pas. Sois malgré tout le bienvenu. Je, je cherche une amie. Elle s'appelle, elle s'appelle Arvire. C'est une marchande itinérante. Vous la connaissez, vous l'avez vue ces derniers temps. Hop, petit aparté. J'ai voulu en fait créer donc des amis, des alliés, des contacts à ce brave Arne. Et en fait, Arne a rencontré précédemment une marchande itinérante, entre guillemets, un peu roublarde. Mais bon, elle s'est présentée comme ça, qu'elle faisait de la char-revente. Et en fait, ils ont franchement sympathisé avec Arne. Et en fait, malheureusement, pour X raisons, Arne l'a perdu de vue. Puis il s'est subitement ravisé en disant qu'en fait, il aurait aimé passer un bout de temps avec Arvire et pourquoi pas même la protéger, être son garde du corps. Parce qu'elle lui a raconté qu'elle allait dans une plus grande cité, à l'ouest. Et donc, tout compte fait, il s'est dit, mince, alors, elle me paraissait fort sympathique. J'aurais dû, en fait, lui proposer peut-être mon aide. Et voilà, donc maintenant, il essaye de rattraper, en fait, un peu de rattraper le temps perdu et de retrouver, en fait, Arvire. Et là, il est fort surpris que Dorlaine, donc la cheftaine du pressoir, eh bien, la connaisse. Oh, que oui, oui, bien sûr, on la connaît. Ouais, c'est une habituée de la grande route. Elle nous vend du matériel divers, ce que l'on ne trouve pas dans notre petit hameau. Surtout des objets, des outils fabriqués par des artisans. Ah, elle est vraiment superbe cette Arvire. Ah, je l'aime bien, elle est toujours rieuse, impliquée, énergique. Et elle se tourne vers le groupe de femmes. Alors, hein, c'est ça, hein, Arvire, hein, je l'ai bien résumé. Et vous voyez que Arne voit que bon, tout le groupe de femmes, dans une grande majorité, acquiesce à la question de Dorlaine. Vous l'avez vue? Ben oui, bien sûr, elle est passée il y a quelques semaines. Elle semblait soucieuse. Elle est restée avec nous toute la soirée. Elle travaillait sur une corde et un grappin. On trouvait ça plutôt bizarre. Mais elle ne voulait rien nous dire. Bon, on a laissé faire. Elle a disparu dans la nuit avec sa corde et grappin. Une petite lanterne attachée autour du cou. Puis on ne l'a plus jamais revue. Ni le matin suivant, ni les autres. Ah là là, c'est assez incroyable. Oui, justement, c'est assez incroyable, voire assez déprimant, parce que voilà, il arrive quelque chose au hameau. Hein? Ouais, on traverse une mauvaise passe ici. Ah bon, et qu'est-ce qui vous arrive? Ben voilà, quelques jours après la disparition d'Arvire, il y a des spectres qui ont commencé à hanter le village. Des spectres? Oui, oui, les spectres, les fantômes. Tout à fait. Et maintenant que vous parlez d'Arvire,
C'est peut-être lié à sa disparition, en fait, l'apparition des fantômes. Et qu'est-ce que vous en pensez, les filles? Et là, pareillement, une nouvelle fois, toute l'équipe de femmes opine du chef. Ah bien, dis donc, ouais, je comprends. C'est pour ça que le village est un peu, je dirais, protégé, claquemuré. Ah oui, oui, là en fait, je vous le dis, Messire Arne, c'est pas vraiment le moment de rentrer dans ce village, hein. Si j'étais vous, je ferais demi-tour Fissa. Ouais, je comprends. Peut-être que, peut-être qu'en cherchant à revire, je trouverais peut-être le fin mot de ce qui vous arrive en fait de ces. En fait, votre village, il est hanté. Ouais, oui, il est hanté toutes les nuits. Alors, ce qui est assez curieux, c'est que les fantômes se déplacent dans le hameau, mais ils ne quittent pas les ruelles. Vous voyez, par exemple, dans le pressoir, ils ne sont jamais rentrés dans le pressoir. C'est les fantômes qui divaguent. C'est bizarre. Mais je peux vous dire, c'est pas du tout rassurant. On est vraiment très très embêtés et nos nuits sont compliquées. Ouais, je comprends, ouais. Ben, je vais voir, je vais réfléchir parce que moi je cherche à revire. Peut-être que l'une est là, qu'une chose et qu'une autre pourrait peut-être être liée. Ce n'est pas chaud, ce n'est pas faux, excusez-moi. Venez approcher de notre cercle. On allait se mettre à table. La nuit va bientôt tomber. Ah, mais oui, enchanté. Et donc, le brave Arne ben, se rapproche du cercle, brave l'interdit, qui était posé sur normalement la grange du pressoir, qui interdisait la présence masculine en ces murs, mais apparemment ce soir les femmes ont envie de discuter avec au moins un homme, qui est un peu étranger, donc pourquoi pas. Voilà, elles allaient se mettre à table, la nuit va bientôt tomber. Alors elle ne lui propose pas grand-chose, hein, des fruits secs ou confits avec du pain frais et du beurre, mais c'est déjà plus qu'assez, il est très enchanté. Donc là, en fait, on a trois choix, pourrait-on dire. Donc soit Arne reste, discuter et manger avec ses femmes, soit, bon, eh bien, il retourne, il les abandonne, hein, il va à l'auberge. Alors ça lui évitera bien sûr de se faire peut-être choper, entre guillemets, dans la grange avec les demoiselles, ou soit il commence déjà à chercher des indices du passage d'Arvire, en sachant que quand même de nombreux jours se sont écoulés depuis sa mystérieuse disparition. Donc les indices de la demoiselle ont dû disparaître depuis peut-être belle lurette. Et donc, que vais-je faire? Que va faire le brave Arne? Eh bien, en fait, tout compte fait, dans l'élan, avec toutes ces demoiselles autour de lui, il va décider donc de discuter avec ces dames. Donc, Dorlaine l'amène dans le cercle de paysannes qui travaillent au pressoir. Voilà, il explique qu'en fait le petit village, le petit hameau de Dralac a décidé que toute l'activité du pressoir et l'élaboration de l'hydromel revenait aux demoiselles. Voilà, les jeunes enfants pouvaient aider à certaines tâches sous la supervision de leur mère. Donc c'est devenu en fait un cercle de femmes et un moyen pour elles de parler de leurs problèmes personnels et d'avoir une oreille attentive et compréhensive. Surtout que certaines discussions de toute manière, sont par trop féminines pour être abordées avec les hommes. Donc de toute manière, les femmes n'allaient pas tarder à rentrer chez elles, une fois qu'elles ont fini de manger, car bien sûr, Arne a remarqué que bon nombre d'entre elles, bien sûr, regardaient la clarté à l'extérieur, la baisse de clarté, parce qu'elles-mêmes redoutaient bien sûr de se retrouver la nuit
avec l'apparition des fantômes. Voilà, les fantômes en fait apparaissent dès la nuit tombée jusqu'à l'aube. Donc bien entendu, aucune d'elles n'a la moindre idée de la raison de la survenue de ces fantômes. Et c'est là qu'elle parle en fait à Arne qu'il y a un chevalier qui est dans le petit hameau. Chevalier qui est venu logiquement par la grande route, venu de la part du comte pour en fait remédier au problème. Si ce n'est qu'il n'a rien résolu au problème, si ce n'est que les villageois, les paysans ont dû vider tous leurs secrets, plus ou moins, sur la petite communauté, parce qu'il les a très longuement interrogés, voire d'une manière très inquisitoriale. Donc voilà. Elles auraient préféré la venue d'un mystique, d'un prêtre, des divinités, plutôt qu'un chevalier. Mais malheureusement, pour l'instant, leurs suppliques sont restées muettes et ils n'ont vu bien sûr pas l'ombre d'un prêtre, même du nouveau Dieu, venir dans le petit hameau. Les fantômes ne parlent pas. Aucun habitant du hameau n'a reconnu le moindre fantôme. Donc ce sont des fantômes étrangers au hameau. En tout cas, ce n'est pas des ancêtres, ce n'est pas des parents. Voilà, c'est voilà. Alors, ce qui est bizarre dans les fantômes, c'est que bien sûr, ils disent à Arne que ces fantômes ont un accoutrement des plus divers et variés. Autant ça peut être des femmes, des hommes, des enfants, autant il y a même des soldats. Et tous semblent errer sans but. Le chevalier a bien tenté d'en frapper un de son épée. Le fantôme s'est tourné vers lui, le visage courroucé et effrayant. Le chevalier a fui de peur. Voilà. Et le problème, c'est que le fantôme courroucé l'a suivi. L'a suivi jusqu'à qu'il quitte l'enceinte du village. Et c'est à seulement là que le fantôme s'est calmé et a repris son errance. Donc c'est quand même très très mystérieux. Et bien sûr, le chevalier est revenu. Et voilà, ça a été son unique tentative d'éradiquer les fantômes, qui s'est soldé par un fiasco plus que retentissant, et surtout les femmes en rigolent encore, bien entendu pas devant lui, que bon, il a quand même fui comme un pochetron et qu'il est arrivé à rien. Donc Arne aide les femmes à ranger leurs affaires, tout le pressoir. Puis Mère d'Orlaine éteint une à une les lanternes et ferme la porte de la grange. Elle a voilà, une lourde clé, il y a un cadenas avec une lourde chaîne. Et prouf, les femmes se souhaitent mutuellement une bonne nuit. Et vous voyez qu'elle vous laisse là. Qu'elle vous laisse là, ça veut dire que voilà, là je suis face à un choix. Donc Arne doit faire un choix. Donc qu'est-ce que j'ai? Bon, eh bien, j'ai pas 30 000 solutions. Soit c'est l'auberge, au dernier sou, au dernier denier. Ou alors, courageux, j'attends l'apparition des fantômes. Alors, j'ai pas mal appris de choses avec Mère d'Orlaine sur ce petit hameau, sur le fait donc que l'ami de Arne, donc Arvir, est bien passé par ce hameau. Donc je me décide d'aller quand même faire un tour à l'auberge et peut-être j'apprendrai des renseignements complémentaires sur Arvir et sur cette fameuse malédiction à Darlac, sur cette malédiction avec ses apparitions de fantômes nocturnes. Voilà. Et nous allons achever cet épisode ici, en ce point précis. Donc, la suite au prochain numéro, pourrait-on dire, avec Arne qui va aller voir l'auberge du dernier sou et peut-être
lever le voile sur cette curieuse malédiction à Dralak. Alors, nous sommes dans le monde des terres de légende. Pour l'instant, je vous ai fait que 2 petits jets, tout va bien. Je vous ai fait donc des tests de caractéristiques. Et bien entendu, dans les prochains épisodes, nous verrons sûrement, très sûrement des combats, d'autres tests. Et peut-être aussi tout ce qui est relatif à la frayeur, la panique et tout cela. Allez, à ciao, à la prochaine!